Mes chers compatriotes, si je me suis tue toutes ces années sur les événements de 2012, c'est au nom de l'intérêt supérieur de la nation, et également pour l'unité de l'armée et du Mali, mais aussi pour laisser la justice faire son travail. Je constate malheureusement qu'on ne peut pas faire confiance à Ibrahim Keïta et à son gouvernement, et encore moins à cette classe politique corrompue jusqu'à la moelle qui soutiendrait n'importe qui pourvu qu'elle ait à manger et à voler sans contrôle ni punition. Je constate avec une profonde tristesse que l'honneur et la dignité ne sont pas au rendez-vous. Ce qui m'oblige à rompre le silence et à sortir de mon devoir de réserve. Les mutins étaient des soldats qui avaient vécu l'enfer de la corruption, du déshonneur et de la trahison du régime, sous les feux de l'ennemi, avec des pertes qui pouvaient être évitées sans la vermine dans les bureaux climatisés avec voitures et villas de luxe à Bamako, se faisant passer pour des hommes alors qu'ils ne valent pas des femmes sur un champ de bataille, et ne savent même pas pour la plupart à quoi la guerre peut ressembler, contrairement à mes camarades de la Révolution de mars. 1991 qui a vu la capitale se transformer en un champ de ruines offrant véritablement une vision apocalyptique quasi biblique. Le capitaine Sanogo ne faisait pas partie de la mutinerie au départ, et n'a pas fait partir le président Amadou Toumani Touré qui avait déjà renoncé, en toute connaissance de cause, dès son départ du palais, même si certains de ses proches insistaient encore pour qu'il s'accroche. Ceux-là étaient des irresponsables. ATT connaissait très bien l'état des forces en présence. C'était sage et moins risqué, aussi bien pour lui que pour l'armée et le Mali, de se retirer. Cela fait des décennies que je suis très inquiet pour le Mali, mais j'ai l'impression que les gens ne mesurent pas le danger qui les guette. Le 21 mars 2012, dès les premiers coups de feu à Koulouba, toute la classe politique s'est mise sur répondeur. Je n'ai pu joindre aucun leader politique en vue en 3 jours. Après le retour au calme, beaucoup m'ont appelé pour que je fasse quelque chose, ignorant l'effort et la peine que j'avais endurés pendant 3 jours. C'était horrible d'être là au téléphone et à ressentir chaque coup de feu comme si on me tirait dessus à nouveau mais en plein cœur. Je revois le film du coup de feu et de la balle qui a pris ma voisine sur la joue tôt le matin du 22 mars 1991. C'était les mêmes types d'armes, le même bruit. Même sans le téléphone collé à l'oreille, les coups de feu entendus de loin me faisaient revivre l'horreur. Je ressentais l'horreur que vivaient nos soldats des 2 côtés. J'avais de la peine aussi bien pour moi que pour eux et pour les Maliens. Le ministre de la Sécurité de ATT est responsable de la mutinerie. Il a tiré en l'air devant des soldats mécontents revenant du feu. C'était irresponsable et insensé. C'est traumatisant surtout en pleine réunion dans une ville. Je ne conseille à personne de tirer par surprise pour effrayer un ancien combattant ou quelqu'un qui s'est fait tirer dessus une fois dans sa vie et surtout qui a été sous le feu pendant des jours, des semaines et des mois. Les mutins qui ont été arrêtés avec le capitaine Sanogo doivent être libérés immédiatement au nom du respect de la loi et au nom de l'honneur et de la dignité. Ils n'ont pas à rester en prison parce que certains voleurs ont juste peur de leur propre ombre. Les lois de l'armée sont claires. Le chef endosse toute la responsabilité de ses ordres et des agissements de ses hommes. Ils ne sont pour rien dans ce qui s'est passé après le retour dans les camps dans la soirée du 23 mars 2012. C'était difficile. Chaque camp comptait ses points. Et moi je comptais les points des 2 côtés comme mes propres pertes, surtout que nous étions en guerre. Je me méfiais de tout le monde, heureusement la classe politique opportuniste est restée cachée jusqu'au retour au calme. C'est le lieutenant Amadou Konaré qui commandait ces hommes et qui tenait la ville. Même si le capitaine est apparu à la télé avec eux à 3h30 du matin le 22 mars, il ne commandait pas les opérations sur le terrain. Il n'a jamais été au feu. Sinon je ne vois pas comment il n'a pas pris le commandement opérationnel quand les 2 camps se tiraient dessus. On ne peut pas commander quand on n'a pas l'expérience du feu à côté d'officiers même subalternes ayant déjà combattu. On ne se tire pas dessus avec des balles réelles à l'entraînement. Sanogo est entré dans la danse véritablement après le retour au calme, à partir du 24 mars 2012. Apparemment il s'est dit qu'il n'avait pas besoin de mes conseils, ni suivre le chemin que j'avais indiqué à Amadou Konaré.
Avec l'entrée en jeu de la classe politique, il a pris le dessus sur les mutins, il les a marginalisés et a souillé leur lutte avec sa cupidité et sa lâcheté. Les mutins se sont révoltés contre la corruption de la hiérarchie militaire. J'avais été formel et clair avec le lieutenant Amadou Konaré, si jamais vous touchez à l'argent ou si vous devenez corrompu, vous ne vous en sortirez pas, gardez profil bas. Ne laissez jamais la classe politique vous approcher, sinon vous êtes foutu aussi. Malgré leur insistance, je ne suis pas allé les rejoindre. C'est ce qu'ils voulaient dès l'après-midi du 21 mars, ne sachant quoi faire. Ils étaient paniqués face à la tournure brutale prise par les événements. La responsabilité politique de ce qui se passait paraissait l'effrayer plus que les coups de feu autour de lui. La plupart des soldats qui ont été au feu ont plus peur dans l'arène politique que dans des champs de mines. J'avais indiqué le chemin à prendre au lieutenant Konaré afin que les armes se taisent rapidement. Je le félicite de m'avoir écouté, de s'être bien tenu autant qu'il lui était possible à la tête de ces hommes survoltés. Je le remercie d'être retourné dans les camps le jeudi soir 23 mars en suivant mes conseils. En fait, il semblait très content que je lui dise qu'il pouvait rentrer dans les camps et laisser la ville sans présence militaire. Il a immédiatement accepté en me disant « Je vais dire immédiatement aux hommes de rentrer tout de suite ». C'était aux environs de 18h30. Je lui ai dit de dire aux hommes de ne plus tirer en l'air et de ne pas brusquer le mouvement de retour afin de ne pas inquiéter l'autre côté. Il était d'accord. Et moi j'étais soulagé aussi comme lui. ATT a su réagir également face à ce qui signifiait également l'échec de toute sa présidence entachée par la corruption et l'impunité. Les gros voleurs qui le soutenaient et qu'il n'a pas voulu arrêter l'ont lâché en rase campagne pour se cacher. Je ne connais pas les dessous de l'affaire du lieutenant-colonel Guindo ni des bérets rouges froidement assassinés par Sanogo. C'est tellement horrible que mon cerveau refuse à chaque fois de continuer d'imaginer la scène. Comment un officier peut se déshonorer ainsi et déshonorer son pays et tous ses frères d'armes? Mais où avait-il la tête? Aucune menace d'aucune sorte sur sa personne ou son pouvoir qu'il n'avait pas, ne peut justifier ni même expliquer une telle cruauté. On a juste du mal à imaginer qu'un être humain puisse le faire à ses semblables. Je n'ai jamais été à Kaati. Je n'ai jamais parlé avec le capitaine Sanogo. Mais il y avait des va-et-vient de là-bas, j'étais informé. Mes lourdes responsabilités m'empêchaient de prendre position. Je dois veiller sur les soldats quel que soit le camp auquel ils appartiennent, sinon je serai indigne de la confiance de mes camarades, de la mémoire des martyrs et de nos ancêtres. J'ai été vraiment choqué de recevoir un SMS de Oumar Meriko à mon réveil le vendredi me disant « Rejoignons-nous à Kaati. Les jeunes ont besoin de nous ». Le calme étant revenu, j'avais pu dormir jusqu'à 9h du matin. Cela m'a rappelé exactement ce qu'il a fait le 26 mars 1991 à son retour d'exil. Courir vers les militaires et le pouvoir qu'il ne peut pas avoir et qu'il n'a rien fait pour conquérir, comme un charognard qui passe après pour manger les miettes des proies attrapées par d'autres fauves. Ensuite il voulait être leur premier ministre. C'était pathétique de l'entendre. Ils ont dû se marrer, car j'avais simplement refusé d'être à leur tête depuis le 21 mars en dépit du fait que le président m'avait confié le pays. J'avais été clair. Je voulais sauver tout le monde, y compris les mutins dont l'avenir m'inquiétait. Peu importe la raison, une mutinerie est une mutinerie, je l'ai dit et répété au lieutenant Konaré. Il fallait 1. S'assurer de la sécurité du président Amadou Toumani Touré et veiller à ce que les mutins ne l'approchent pas. 2. Ramener les hommes dans les casernes le plus rapidement avant que la situation sécuritaire à Bamako ne devienne intenable avec l'implication des bandits armés habillés en soldats pillant les biens privés. J'avais peur pour la population de Bamako et surtout pour les commerçants avec leurs magasins. 3. Confier le pays pacifié à 3 sages, 3 autorités, contraintes à l'impartialité pour mettre en œuvre la transition en impliquant la société civile. J'avais déjà préparé le terrain et avais dit d'aller directement les voir et de s'en laver complètement les mains. Ce qui les intéressait, c'était leurs revendications corporatistes. La nation allait prendre en charge cela immédiatement.
Je préférais pour ma part rester dans mon rôle que de me griller ou me brouiller avec une partie d'une armée qui avait été si décisive contre le sanguinaire Moussa Traoré comme je l'avais prévu dans la stratégie de la lutte de l'AEM. Grâce à l'armée malienne, mars 1991 a été une révolution totale de l'ensemble de tout le peuple malien, toutes corporations confondues. Cela avait rassuré la communauté internationale et les vrais connaisseurs de toutes les nations. Une révolution totale, c'est rare dans l'histoire des révolutions dans le monde. Chaque jour avec Moussa au pouvoir signifiait des dizaines d'enfants tués à Bamako et dans le reste du pays. Une armée que j'aime, face à laquelle je me sens redevable à jamais, et dont j'ai eu l'honneur d'avoir la charge de pacifier et d'unir, tout en veillant sur la sécurité des habitants de Bamako qui ont rendu possible la révolution de mars 1991. C'était un immense honneur d'être à son service, peu importe le danger, afin de garder la tête haute face à mes compagnons en treillis. Certains trouvaient mon plan absurde parce que je comptais justement sur l'armée pour arrêter Moussa, son propre chef. Quand les camarades m'ont demandé en réunion clandestine du bureau de coordination si l'AEM pouvait supporter un mois d'insurrection, j'avais dit « Je ne pense pas qu'on ira à une semaine. On n'atteindra pas 2 semaines en aucun cas, à plus forte raison un mois. » Je comptais sur elle pour arrêter Moussa avant ou même dès le 22 mars au soir. J'étais en colère contre toute l'armée car j'estimais qu'ils ont trop traîné pour nous amener Moussa. Ce qu'ils ont fait au bout de 4 jours. La durée de la révolution dépendait de la réaction de l'armée. C'est une raison supplémentaire de ma profonde tristesse durant la mutinerie. Ce sont mes hommes avant d'être les tiens. Toi-même tu étais sous mes ordres mais tu le savais pas. Tu avais juste leur commandement et j'avais besoin de dehors pour t'arrêter et tu les as fait sortir, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un petit lieutenant, c'est moi le général et le véritable chef de cette armée. Tu as arrêté Modibo et ses milices pour moi. Je t'en félicite au nom de la famille. Tu as fait plus de dégâts que n'importe quel président de l'histoire du Mali. Tout ce sang versé Moussa. J'ai entendu certains de tes hommes sont venus te demander pardon. Pardonne-les. Moi je te pardonne étant ton chef, mais je n'oublie rien. Ce sera la dernière faute du pouvoir individuel dans ce pays. C'est un pouvoir qui corrompt et vire vite à la corruption, à la glorification et au mensonge, car l'individu est faible. C'est la famille qui doit avoir le pouvoir. Elle ne fait qu'une au sein de l'univers, quelle que soit sa diversité et l'infinité de ses parties, ses connexions, les individus. Le verdict final du jugement dernier est le pardon. Éloge là où il faut, blâme là où il faut. C'est ce que j'ai dit à Moussa en plaisantant à peine chez lui en 2009 après sa sortie de prison au cours de la rencontre que Issa Merico avait organisée entre Moussa et moi qui étais en vacances au Mali. Je pensais beaucoup. J'ai souffert durant la mutinerie, comme si j'étais obligé de tout revoir depuis 1991. C'était bizarre et horrible. Je me sentais face à mes responsabilités. Le vrai responsable de tout ça c'est Dieu, mais que veut-il? Je venais de rentrer de Paris le 16 janvier 2012 après des mois passés sur l'écriture du projet de société du mouvement AYLA pour les élections. Je croyais que tout le monde m'avait oublié. ATT en premier. Il en avait tous les droits. Peut-être que si j'étais pas là au Mali il ne se serait rien passé. Je redevenais pragmatique confronté à la réalité par les coups de feu ou par la sonnerie du téléphone. Tout ça c'est dû à la corruption qui a paralysé le pays, et jusqu'au dernier maillon qui doit être le plus incorruptible pour sa propre survie et celle de la nation, l'armée. Ça me rendait furieux et redonnait l'esprit combatif au nom des martyrs à Nyarela. J'avais en permanence le carré des martyrs sous mes yeux dans ma tête. Hors de question de céder un pouce de terrain. Les gars ont fait proprement le boulot, ils ne sont plus là, c'est moi le commandant en chef, toujours en vie, c'est à moi de terminer le travail, faire le peu qui reste, même si tout le monde me lâche. C'est rien à côté de ce qui a été fait. Je peux pas échouer. Chaque vrai Malien a besoin de son armée soudée et forte en cette période de guerre.
J'agissais aussi au nom d'une génération, de mes camarades de la Révolution et du peuple malien tout entier et non en leader politique. Je craignais également d'autres situations similaires et j'avais vu à quel point la classe politique était réellement composée de voleurs n'ayant pas la conscience tranquille. Au moindre bruit, ils font comme tous les voleurs, fuir pour ne pas se faire rattraper. Je suis certain que certains d'entre eux ont des valises prêtes pour filer à l'anglaise à tout moment. J'étais tout seul. Je laissais ma voiture de location, pour prendre un taxi car les mutins ramassaient les 4x4 et je voulais passer incognito les barrages de l'armée sans avoir à appeler ni alerter leur chef en dévoilant mon rôle à des soldats qui ne me connaissaient pas. La classe politique n'était pas la seule à avoir peur. Certains de mes amis au courant de la situation ont préféré éviter ma maison jusqu'au retour au calme, en me disant rigolard qu'il avait peur d'être à côté de moi, alors que j'avais besoin de leurs conseils. J'étais pris entre deux feux en quelque sorte. Moi j'étais triste et en colère contre ATT et contre les mutins et probablement contre tout le Mali. Je voyais ma campagne présidentielle de 2012 partir à l'eau en plus d'être si cruellement malmenée par le sort qui me replongeait dans le chaudron de mars 1991. C'est une souffrance indescriptible. Je ne crois pas que quelqu'un d'autre puisse le comprendre. La démocratie était gravement en péril. La mémoire des martyrs était en jeu. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais juste pas me laisser guider par la peur ou m'en laver les mains avant le retour au calme à Bamako. Ensuite ce fut le tour du Mossine déserté par l'administration et l'armée et qui était le terrain de promenade des rebelles. Le plus urgent était de les aider à s'organiser et s'administrer eux-mêmes à l'ancienne. Cela a permis de maintenir l'ordre et de gérer les conflits en rendant la justice. Comme pendant la mutinerie, j'ai passé des semaines en dépensant entre 20 et 25 000 francs CFA, parfois plus, dans les communications par jour. C'était au moment où la classe politique se ruait sur le pouvoir oubliant totalement le Mali à son sort. J'ai toujours eu confiance à l'ancien État du Mossine au même titre que je fais confiance au Tiendougou, le Kénédougou de nos petits-enfants, le Wassulu et d'autres, pour rester digne, courageux et jaloux de ses valeurs et de sa très riche histoire. J'ai combattu aux côtés de Amadou Ba, Oumarou Dicko, Kassoum Bari, Alinoum Diallo de l'ADMA ou de Djibril Diallo qui a été le premier haut responsable à démissionner le 23 mars 1991, durant la Révolution. Ce sont des guerriers fiables et féroces. Ils n'ont pas tous encore oublié ce qu'ils ont été. J'aime également le pays Dogon et sa civilisation millénaire dans la même zone. J'ai aimé aussi la droiture et le courage de Noum Togo au sein du bureau de coordination de l'AEEM entre 1992 et 1993, sans oublier le courage et la dignité de Bakary Karambé qui a été le premier à se libérer du joug de Moussa en prenant tous les risques dès le matin du 22 mars 1991 face à l'ampleur du carnage. Son ralliement fut décisif dans la bataille au niveau institutionnel. Déserter la zone proche du front en pleine rébellion a fini de me convaincre que Sanogo était pire que la classe politique qui le courtisait. La première des choses après la mutinerie c'était la guerre. Prendre en otage l'armée et déserter les champs de bataille est un crime grave et un déshonneur pour un soldat. Je recevais souvent des coups de fil de Cathy d'officiers que je connaissais pas qui demandaient si c'était moi au bout du fil. C'est arrivé plusieurs fois jusqu'à un mois de la présidentielle 2013. Parfois même à des heures indues. Peut-être qu'ils voulaient savoir si j'étais au Mali, ou peut-être le capitaine pensait que j'allais finir par aller les voir. Je les en veux pas. C'étaient des jeunes officiers et ils ne me connaissaient pas vraiment. Je ne serais jamais allé à Kati sous aucun prétexte, surtout après avoir appris que Sanogo avait installé un bar dans son bureau en utilisant un capitaine comme lui comme simple serveur de boissons. Il voulait montrer sa force mais était en train d'étaler ses faiblesses face à ses ennemis. Quand j'ai appris pour l'argent amené directement de la douane, alors je me suis dit que c'était pire que ce que je croyais. Beaucoup craignaient Sanogo et voulaient aussi une part des sacs de billets qui étaient transportés directement de la douane à Kati. Sanogo voulait se sentir important. Il se croyait béni. Après tout, le pouvoir tombait du ciel, mais il pensait que c'était dans ses mains.
Là j'avais été clair avec le lieutenant Konaré. ATT est parti, mais vous n'avez aucune chance de prendre le pouvoir. Ne rêvez même pas. Mais le nouveau chef qu'il s'est trouvé en la personne de Sanogo voyait les choses différemment car il n'était pas conscient du danger ni de ses propres limites, et n'avait aucune lecture éclairée de la situation aussi bien militaire que politique. Si Sanogo avait été au feu, il n'aurait pas accepté le grade de général qui lui a été donné pour le rendre encore plus impopulaire au sein des vrais hommes qui vont au front et qui connaissent la valeur de chaque galon gagné. Il a déshonoré l'armée. Il a été manipulé aussi par les politiques, mais là encore c'est sa peur qui a fait le reste. C'est le signe des criminels politiques, la lâcheté et la paranoïa. Ils ont peur et essaient de faire peur aux autres avec l'horreur de leurs crimes. Moussa Traoré qui a écœuré tout le monde avec le traitement infligé à Cabral, Kissima Dunkara et Takoro Bagayoko, était ainsi aussi. Ce sont de faux durs assoiffés de pouvoir, des chasseurs de gloire qui ne se posent pas de questions sur leur propre mérite. D'ailleurs Moussa Traoré n'est-il pas revenu dans le jeu sous la transition, comme si mars 2012 était une vengeance de 1991. Il ne l'était en rien. Le Mali doit tout cela à Sanogo et à la classe politique corrompue au sein de laquelle beaucoup souhaitaient une place qu'ils n'auraient pas eue venant du peuple. C'est sa collision avec Sanogo qui a peut-être poussé Ibrahim Keïta à faire l'éloge de Moussa Traoré lors de son funeste discours d'investiture. Il doit s'expliquer là-dessus pour éclairer le peuple malien et la justice au regard de la tournure prise par les événements, surtout lorsqu'on sait que ses deux principaux rivaux de l'époque Soumaïla Cissé et Modibo Sidibé furent arrêtés et humiliés, tandis que lui s'en sortait grandi comme le maître du jeu intègre et véridique, Kankele Tigui, avec le soutien appuyé et bruyamment visible de Sanogo durant la campagne de 2013. Il faudra vérifier l'origine des fonds de campagne pour voir si certains n'ont pas utilisé le butin de la casse du trésor et de la douane, pour acheter de façon indigne les électeurs dans le mépris total de la loi et de la morale, profanant fièrement la tombe des martyrs à qui tous ces parvenus affamés sans honneur, ni dignité doivent leur existence politique. Il ne faut pas confondre la mutinerie des 21 au 23 mars 2012 avec tout ce qui a suivi après. Ceux qui connaissent les règles de l'armée et le culte de la personnalité en politique savent que les lieutenants et les sous-officiers qui se sont révoltés ne sont responsables en rien lorsqu'ils agissent sous les ordres d'un officier plus gradé agissant en mégalomane et corrompu adulé par des politiciens médiocres, indignes et assoiffés de pouvoir et d'argent. Il y en avait pour tout le monde à Kati. Ceux qui sont allés à Kati doivent s'expliquer, à commencer par Ibrahim Keïta qui est allé faire ami avec Sanogo, sans le moindre respect pour son rang, alors que sa présence à Kati n'était requise en rien. Le capitaine Sanogo doit être jugé à part avec ses complices civils, notamment sur ses pailigeuses de la douane et du trésor. Comment des gens qui étaient aussi aigris contre la corruption peuvent-ils avoir un chef se comportant en braqueur de banque face au bien public ? Il ne faut pas le confondre avec les mutins qui ont eu le tort de s'adresser à lui. Cela fait plus de 5 ans que les mutins sont détenus. C'est au bout d'un travail et de la confiance dans leur pays qu'ils sont retournés dans les camps au bout de 3 jours. Ça aurait pu se prolonger et ça aurait pu aboutir sur le chaos total si ça se prolongeait. Moussa a été jugé et non la hiérarchie militaire qui était sous ses ordres. Celui qui osait lui désobéir ou même lui dire une vérité déplaisante risquait gros. Sanogo a démontré qu'il est pire. Les soldats doivent obéir aux ordres. Ils n'ont pas le droit de manifester ou même de se plaindre, mais le peuple pour lequel ils se sacrifient doit au moins être digne et honorable au minimum pour défendre leurs veuves et leurs orphelins, et leurs familles qui vivent dans la misère pendant que certains empochent l'argent qui doivent les aider à rester en vie et à défendre efficacement le Mali. La mutinerie est condamnable, mais la corruption du régime qui en est la cause est encore plus condamnable. Il ne faut pas deux poids et deux mesures en matière de justice dans aucune société. Chacun doit répondre de ses actes. Les postes de dirigeants ne doivent pas et ne peuvent pas servir de couverture aux criminels prêts à fuir le Mali à chaque petite crise, avec leurs milliards déjà planqués hors du pays. Ils ont amené le Mali dans cette situation d'occupation, de misère, de chômage, de faim, de massacre et de division.
Tant que la justice ne sera pas faite, les régimes suivants seront pires que les précédents régimes. Sanogo voulait le pouvoir pour l'argent, le confort et la gloire facile, à l'instar des politiciens qui se sont rendus complices de ces détournements. On maintient les mutins en prison, sans même les juger dans un État supposé de droit, pour décourager toute protestation de quelque forme que ce soit dans l'armée pendant que les généraux corrompus et le fils du président de la commission de défense fêtent leurs milliards volés sur le budget militaire devant la presse et la famille du président supposé chef des armées. C'est le comble du sabotage de notre défense nationale. C'est pire que ce que l'ennemi nous inflige au fond, car ça rend inévitable notre défaite. C'est de la haute trahison on ne peut plus clair. La classe politique a trompé et aliéné la jeunesse et le peuple malien afin de continuer impunément à abuser de la nation tout entière. Beaucoup de jeunes ne savent même plus d'ailleurs qu'il y a une autre manière de faire la politique, en dehors de la corruption, du mensonge et de la trahison. Ils ne savent pas que c'est un débat et qu'il faut se creuser les méninges pour avoir des idées valides pour gouverner positivement toute une nation ou une simple ville. Les partis politiques qui ont des députés et des élus locaux se partagent des milliards chaque année, officiellement pour sensibiliser et former le peuple à la démocratie. Ils font le contraire. Cela fait des années que j'essaie de le faire à leur place, au nom de mes camarades qui sont à Nyarela, en renonçant à 650 € en moyenne, 430 000 francs CFA, par jour en tant que consultant architecte d'entreprise senior sur la place de marché de Paris pour être ici au Mali où la corruption m'empêche de travailler. Je vis souvent dans la faim à Bamako jusqu'au point de m'inquiéter pour ma santé. Rares sont ceux qui comprennent pourquoi je sacrifie mes intérêts individuels pour l'intérêt collectif. Mais quelle importance, que puis-je dire aux mères qui ont leurs enfants à Nyarela, et par-dessus tout, l'avenir du Mali m'inquiète au plus haut point depuis des décennies. Je veux garder la tête haute face aux vivants comme face aux morts. C'est pour tout le monde que je me bats en faisant des efforts ressentis douloureusement parfois par mon entourage. Je demande aux Maliens de me faire confiance et de me suivre pour nettoyer de la pourriture ce pays afin de le sauver. Il est temps. Le Mali a besoin d'être gouverné de façon radicalement différente, et personne dans cette classe politique de millionnaires et de milliardaires voleurs n'est proche d'entrevoir le bout de la vraie solution. Ils ne travaillent pas et ils ne peuvent pas vivre sans jouir d'où le vol, car les salaires peuvent décemment les nourrir, mais pas assouvir tous leurs rêves de grandeur et de confort facile comme tout voleur. Ils ont pris de très mauvaises habitudes qu'ils ne pourront jamais changer toute leur vie sans aide appropriée pour leur rééducation. Ceux qui sont en train de tout voler fuiront et laisseront les Maliens à leur sort. Il faut les arrêter avant qu'ils ne détruisent le Mali et son peuple. Ils n'hésiteront pas une seconde. Jamais ils ne s'arrêteront d'eux-mêmes de voler, au pouvoir comme dans l'opposition actuelle. Le Mali est réellement en danger, et il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Il faut oublier les intérêts égoïstes et faire l'unité sacrée autour du mouvement Ayélé et du gouvernement fantôme prêt à prendre la relève à la suite de Ibrahim Keïta et de sa classe politique corrompue qui ne veulent même plus organiser d'élections législatives tout en continuant à prendre les mêmes salaires de 2 millions par député, par mois. Le peuple malien ne peut plus se permettre la moindre erreur ni le moindre faux pas. Nous devons gagner ensemble ce combat maintenant. Ensemble nous triompherons très facilement et très rapidement en sauvant le Mali du destin funeste que la corruption politique dessine depuis des décennies. J'espère que chaque Malien et chaque Malienne me comprend ou fera l'effort de me comprendre afin de nous rejoindre en toute sincérité pour le Mali et seulement le Mali. Vive la famille unique et indivisible du Mali. Que Dieu nous protège et aide la famille unique et indivisible du Mali. Agibou Koné, président du mouvement Ayélé, ouvrir. Président du gouvernement fantôme du Mali. Président du bureau de coordination de l'AEEM du 19 au 26 mars 1991. Chercheur en interdisciplinarité. Auteur du livre de la famille, le manifeste de l'humanité, de la fonction de l'individu et du rôle de l'univers.